quelque chose d'un peu opératif par ici. Bon, j'espère que je ne vais pas trop vous ennuyer avec ça, et que je vais vous apprendre des choses en tout cas. Cette conférence devait clore l'année de bac de l'année dernière, mais malheureusement j'ai eu une rupture de tendon d'Achille, donc je n'ai pas pu le samedi 15 jouer et faire cette conférence, donc c'est pour ça qu'elle a été reportée aujourd'hui. Je voudrais remercier d'abord Jean-Michel d'avoir fait confiance sur ce beau projet et surtout aussi mon bac lui-même, bien sûr. Je lui dis merci et tout. Vous allez voir pourquoi cette différence. Et je dis merci à Jean-Michel et aussi surtout à l'équipe pédagogique qui a œuvré avec les élèves de telle sorte parce que vous avez pu entendre un concert le 15 juin, un concert fleuve de Paris. Donc, je voudrais remercier aussi les enfants qui ont fait des dessins qu'on a mis à l'entrée. Voilà. On a beaucoup à apprendre encore aujourd'hui sur Bach. En 1750, on est en 2019, vous imaginez déjà. 250 ans après, 270 ans, il y a encore beaucoup de choses à nous apprendre. Le plus grand reproche qu'on lui ait même fait de son vivant, c'est d'être un has-been, carrément. Parce que lui, il écrivait de la musique polyphonique et à l'époque, c'était fini. C'était la musique à la mode avec une belle mélodie accompagnée. Et donc le but de cette conférence, c'est de cerner un peu cette musique, de faire comprendre, sans que ce soit un cours de FM, mais de formation musicale, mais de faire comprendre l'importance de ce compositeur dans l'histoire de la musique, et surtout ce qu'il a de particulier, c'est-à-dire son maniement particulier des nombres et du verbe. Qu'est-ce que c'est que le nombre et le verbe, si ce n'est pas ce qui fait qu'on est des êtres humains? Aucun animal ne peut compter, aucun animal ne peut parler, ou en tout cas avec des langages très rudimentaires. Donc c'est vraiment, et dans toutes les œuvres d'art, on rencontre cette histoire du nombre et du verbe. Quelle qu'elle soit, même la peinture, un peintre qui peint, il y a toujours une idée derrière et un message derrière. Donc ce qu'on cherche, nous, ces musicologues ou musiciens, c'est à vous transmettre ce message. Voilà. Donc je vous propose d'entrer tout de suite, en fait, dans le monde de Bach.
pour un peu mieux apprécier justement la qualité de son travail. La dynastie Bach, voilà, ça c'est la dynastie Bach. La dynastie Bach fait partie d'une des grandes dynasties de musiciens du XVIIe siècle et du XVIIIe, comme les Pétrins, les Rebelles et les Scarlatti, mais aucune ne comprend autant de membres. Les réunions annuelles du clan Bach, comme on l'appelle, permettent non seulement des échanges, mais aussi une entraide nécessaire entre les musiciens de la famille, car les emplois se trouvent souvent par recommandation. Et surtout, il faut attendre que quelqu'un qui a une place de titulaire meure pour pouvoir prendre sa place. La famille Bach, plus proche, en tout cas les parents, Bach et ses enfants, son père lui a enseigné le violon, les rudiments du violon, mais malheureusement, il perd à 9 ans sa mère d'abord, et à 10 ans son père. Donc il est orphelin à 10 ans. Il faut dire qu'en 1740, dans ces eaux-là, même s'il est né en 85, en 1685, l'espérance de vie est vraiment limitée. Enfin, les hommes meurent en moyenne 24-26 ans, en moyenne. Vous imaginez, nous on a une espérance de vie de 80 ans. Et donc la mort fait partie de la vie. Et Bach, qui est de religion luthérienne, ça l'aide. Pourquoi? Parce que c'est une certaine consolation. Le luthérianisme, ce n'est pas la foi catholique où, quand vous allez mourir, vous allez peut-être aller en enfer ou au purgatoire. Non, chez les luthériens, tout le monde a droit à une sorte de paradis et tout le monde a droit à un au-delà. Et donc ça aide considérablement à supporter l'idée de la mort. Donc, à 10 ans, il est orphelin. C'est son frère Johann Christoph qui le prend à sa charge à Orbruch, en Allemagne, et lui enseigne les bases de la technique et des instruments à clavier. Il se marie en 1707. Il a déjà perdu 3 des 7 enfants qu'il a eu avec sa première femme, donc Maria Barbara, que vous voyez en haut, qui est décédée tragiquement en 1720. En 1740, encore, pour vous donner il y a un tiers des enfants qui meurent avant 1 an. Vous imaginez le truc. Voilà. Donc il perd aussi sur les 13 enfants qu'il va avoir de son deuxième mariage avec Anna Magdalena, que vous voyez en haut à droite, il perd 8 enfants sur 13. Au bout du compte, qu'est-ce qui se passe? Quand il meurt, il lui reste 9 enfants sur 20 qui sont vivants, et il n'y en a plus que 5 à la maison. Vous voyez que c'est quand même une situation très exceptionnelle. Et heureusement qu'il y a Dieu et la religion luthérienne et sa foi pour l'aider à supporter le départ de ses êtres chers. Là, plus que tout autre, à côtoyer pas la vie, mais la mort de près, et sa foi lui permet de trouver, disons, une consolation. Hein, voilà. Alors, ces lieux d'habitation, j'essaierai de rediffuser ça pour les gens intéressés par l'intermédiaire de l'intranet, mais voilà, ça donne un peu une idée des lieux où a vécu Bach. Je m'excuse pour les problèmes un peu de lisibilité parce qu'on a eu un problème avec mon ordinateur et pour le coup on a quand même trouvé une solution pour que vous puissiez faire au dernier moment malheureusement, et je remercie vraiment Sylvain d'avoir fait le nécessaire pour que ça puisse se faire dans ces conditions. Donc ces lieux d'habitation, qu'est-ce qu'on a? On voit que Bach en fait n'a jamais voyagé. Il est resté chez lui quasiment dans la Thuringe natale du début à la fin. Alors ces maîtres et les influences, parce que c'est très important quand même, l'éducation, de savoir par qui on est passé, ce qu'on a vécu, etc. Alors, à 15 ans, donc, il est admis à la Manécanterie. Manécanterie, c'est là où on chante, de la Michaelis Schule, qui accueille des jeunes gens pauvres et qui ont une belle voix, et Bach avec une très belle voix. Il y apprend dans cette école la rhétorique, le latin, le grec et le français. Il peut fréquenter une bibliothèque municipale, comme celle-ci, à Limbourg, et les archives de la Johanneskirche, puisque c'est une école qui est liée à l'Église, et qui recèle de nombreuses partitions des plus grands musiciens d'époque. Il fait quelques voyages quand même, 2 voyages importants. Il y en a un premier dans le nord de l'Allemagne, où il veut aller voir un certain Reinkel, qui est un grand réputé organiste, et qui lui enseigne d'une certaine façon, qui lui fait découvrir un style qu'on appelle le style fantasticus, rien que le nom fantastique. C'est-à-dire que c'est un style où
il y a beaucoup de virtuosité, de l'invention basique, comme je t'en donne, et de l'improvisation, et avec des épisodes qui contrastent, qui évoluent, etc., des tonalités qui changent, des affects qui changent, des situations complètement différentes. À 20 ans, il voyage pour rencontrer aussi quelqu'un qui va être très important dans sa vie, qui s'appelle Buxtehude, et chez qui il passe plus de 4 mois. Donc là, il va avoir un vrai maître qui va certainement l'initier, on verra plus tard, à des considérations très importantes pour comprendre sa musique. Donc là, il apprend aussi, grâce à Buxtehude, l'art de l'éloquence, mais pas seulement de l'éloquence dans la rhétorique qu'il avait appris au lycée, mais de la rhétorique musicale, appliquée à la musique. Et donc, dans le domaine de la composition, il ne doit pas sa formation à l'étude des traités, c'est pas un tâcheron. Sa formation, c'est... On entend encore? Sa formation, c'est des œuvres. Et il va piocher dans les œuvres et avoir la curiosité de voir mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour pouvoir effectivement, de son côté... Oh, c'est mon téléphone. Non, là, je suis incroyable. Hein. Non, allô, je suis en conférence. Désolé, au revoir. J'essaie de l'éteindre très vite, ou de le jeter, pourquoi pas. Alors, comment ça s'éteint? Je ne sais pas. Donc, je vais vite de part. Désolé pour cette introduction. Donc, j'en étais à Bach dans le mode de la composition. Avide de connaissances, notre jeune Bach veut tout savoir, mais vraiment, il va même pour aller voler des partitions dans une petite armoire où son frère les remet pour la nuit, pour copier les ouvrages la nuit. Vous voyez le truc, c'était vraiment un fou de musique. Et bien, il va avoir une balance. Hein. Voilà. Mais aussi, la chose, c'est que toute cette famille Bach joue et utilise la copie. On copie les œuvres pour comprendre des œuvres. On n'est pas à écouter des MP3 à longueur de journée sans comprendre et comprendre comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'il y a comme musique là-dedans. Voilà, donc l'éducation de Bach, alors il y a aussi Vivaldi hein, pour les concertos, etc. Donc l'éducation de Bach, c'est une éducation luthérienne, c'est-à-dire vraiment la religion, vous allez voir, est très importante. Alors même si on n'est pas religieux, c'est important de savoir qu'il y a des gens qui font leur vie sur la spiritualité. Hein. Voilà on va dire les valeurs de la religion luthérienne, laquelle elle est. Les protestants, par exemple, ils refusent l'autorité du pape. Comme Bach, d'ailleurs, refusera, quand il aura des supérieurs qui le feront faire n'importe quoi, il refusera d'obéir. Hein. Il s'est fait engueuler parce que, quand il est revenu de son voyage avec Buxtehude, on lui a dit, mais attendez, vous êtes parti pendant 4 mois, c'est quoi ce travail? Il a dit, oui, je suis parti pour faire de la musique, point. Alors, il y a aussi la foi personnelle qui est importante parce qu'elle compte dans le rapport avec Dieu et non avec le pape ou des représentants qui vous diraient qu'est-ce qu'il faut faire ou ne faire. Donc, dans cette religion, il y a l'homme direct avec Dieu, sans intercesseur. Et puis, les saintes écritures sont importantes. On lit la Bible et on lit surtout la Bible de M. Luther qui est en bas à droite, qui est vraiment la personne qui a... Parce que jusqu'à là, on lisait la Bible en latin, et ben, il a écrit en allemand, il a dit les Allemands peuvent lire la Bible maintenant, et c'est très important. Et donc, Luther est très important parce que Bach avait plusieurs Bibles de Luther, il avait aussi les écrits de Luther chez lui, et donc il est nourri de cette culture-là. Voilà. Donc, en gros, aussi, l'éducation du protestantisme, c'est la formation du jugement personnel, le goût pour l'examen critique, la passion de la vérité dans tous les domaines, incluant les dimensions morales et spirituelles. C'est le goût de la découverte, de l'émerveillement, de l'émancipation. En fait, c'est l'ouverture intellectuelle, tout simplement. Et c'est vraiment une des particularités de cette branche du catholicisme. Voilà, Bach, c'est aussi tous les métiers du musicien en un seul homme. Alors, très tôt, il est reconnu pour sa connaissance de l'orgue et aussi pour aller voir si des orgues. On lui demande son avis pour la réflexion d'orgue dans des églises et c'est lui qui dit il faut tel type de tuyau, etc. Donc, c'est vraiment un spécialiste de l'orgue. Il s'intéresse aussi, donc vous voyez, ça se lit de gauche à droite sur la deuxième ligne. Il s'intéresse aussi à l'éducation de ses enfants.
Il offre à son fils Wilhelm Schliemann un carnet dans lequel ils vont écrire des petites pièces pour travailler. Il n'y a pas de méthode. La méthode, c'est de la musique. Voilà. Et quand il n'y en a pas, et ben, pour un domaine particulier, Bach écrit une pièce pour son fils, et puis son fils, voilà, il a la pièce adaptée à la situation du moment. Donc c'est quand même, on n'a pas beaucoup d'épreuves comme ça. Donc ce cahier dans lequel il remet toutes ces partitions s'appelle le clavier Ullstein, petit clavier. Voilà. Et il en composera un autre pour sa femme, plus tard. Voilà ce qu'il dit de sa famille. Qu'ils sont tous des musiciens nés, que je puis former avec eux un ensemble vocal et instrumental, d'autant plus que ma femme possède une très jolie voix de soprano et que ma fille aînée chante assez bien aussi. Sa femme d'ailleurs chante aussi au café Zimmermann, des cantates profanes, c'est-à-dire des musiques qu'on ne peut pas chanter dans l'église, puisque les femmes n'ont pas le droit de chanter à l'église. Bach, c'est aussi un professeur. Il se heurte souvent à la jalousie de ses confrères, qui forcent notamment les élèves à boycotter ses leçons de musique. Il eut sans cesse des rapports très tendus avec les autorités civiles et religieuses de la ville, ce qui le poussa plusieurs fois, mais sans résultat, à chercher une place ailleurs. Les accidentia, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Eh bien, les accidentia, ce sont les suppléments qui rapportent quand on joue à des mariages, des enterrements, des autres cérémonies, et pour lesquels voilà, on perçoit des honoraires. C'est très important dans la vie d'un musicien à l'époque. Hein. On n'est pas prof dans un conservatoire, il faut bien vivre sa vie. Eh bien, on est soit chez un duc, etc., ou engagé par une église. Et donc, ça représente une grande partie, ces accidentia des ressources des musiciens. Et vous imaginez les années où il y a peu de morts. C'est pas intéressant pour le musicien. Forcément, parce qu'il n'y a pas de mort. Pas de pécule. Et Bach, c'est aussi un compositeur de deux types, compositeur à la cour et compositeur à l'église. Il n'est pas spécialisé dans un seul domaine. Le seul domaine que n'abordera pas Bach, c'est l'opéra. Attiré par ce genre, qu'il apprécie, par contre, il va avoir des opéras quand même à Dresde, son opéra à lui, ce sont ses cantates, c'est-à-dire des musiques, mais avec des sujets religieux. Comparé à Handel, par exemple, ses racines à lui, c'est vraiment la musique d'église et surtout sa foi luthérienne. Bon, je vous donne pas le nombre de cantates, il y en a à peu près 300, il en manque, il nous en reste à peu près un tiers, enfin il y en a un tiers qui a été perdu, voilà. Je vous dis pas grand chose là-dessus parce que c'est un monde tellement à lui tout seul que. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment ça se passe en tant que professeur, parce que il n'y a qu'une répétition de la cantate qu'on chante tous les dimanches, donc on en chante une nouvelle tous les dimanches, vous imaginez. Alors quand vous voyez votre fils ou votre fille, ou quand vous mettez un mois pour lire une partition de 2 pages, vous imaginez que la cantate c'était une partition entière avec des centaines de trucs et il fallait les jouer pour 3 jours après. Donc il fallait être super formé. Les chœurs, donc on ne connaît pas exactement les effectifs, mais en tout cas ils sont capables de chanter des parties difficiles, hein, parce que Bach leur donne une super formation. Bach c'est aussi un éditeur. Il a édité peu d'œuvres dans sa vie parce qu'il considérait que ça valait l'édition que quand vraiment c'était au top. Impossible autrement d'éditer juste, je sais pas, je joue une sonate, je joue un truc et non, c'est pas comme Chopin qui diffusait ses œuvres au fur et à mesure de sa vie pour gagner l'argent du mois ou l'argent des 6 mois à la fin. Ces œuvres de Bach, ce sont des traités de composition et d'instruments par la pratique. Il n'écrira jamais aucun traité théorique. Son œuvre porte le nom de Bach Werke Verzeichnis, c'est pas facile en français à dire, donc que vous pouvez retrouver quand vous voyez sur le pochette du disque Bach BWV. Voilà, bon, ça a été mis un catalogue qui a été mis dans les années 50 et qui dure encore aujourd'hui. Et Bach, c'est aussi un virtuose incontesté du clavier. Pour vous dire, à l'époque, on faisait des duels entre les gens. C'est-à-dire pour savoir qui était le meilleur, musicalement. Hein. Donc, quand un duc avait sa chef savait qu'il avait le meilleur musicien du coin, il allait dire à l'autre duc, mais est-ce que le tien il est meilleur que le mien? Donc pour le coup, il y en a même un qui est venu de France, carrément, qui s'appelait Louis Marchand. Il est venu là à l'endroit où habitait Bach à l'époque, et il a écouté Bach le soir, le lendemain, il était reparti en France. Hein. Donc Bach a gagné le duel par détection de son adversaire. Pour vous dire que c'était vraiment un
un improvisateur, mais hors pair. Donc, aussi, pour vous dire un peu son jeu, la manière dont il jouait, donc on a un baron qui s'appelle Baron Swan-Sitten qui raconte que le roi avait donné au vieux Bach un sujet musical, et juste une petite phrase, hein, dans le genre, c'est pas celle-là, mais... Vous imaginez quoi, on vous donne ça, que fait Bach? Allez, je t'improvise une fugue à 3 voix, ça ne suffit pas. Allez, je t'improvise une fugue à 4 voix, et comme ça ne suffit pas, je t'en improvise une à 5. Comme ça. Pour vous dire, c'est vraiment une tête, quoi. Sa virtuosité pouvait même être renforcée par une anatomie particulière. Vous voyez le squelette là qu'il y a en bas à droite? Oui, ben, c'est le squelette de Bach. En tout cas, je pense que c'est le squelette de Bach, parce qu'on a regardé où il a été enterré, etc. Eh bien, il y a un chirurgien qui a été voir, mais quel type de main il avait. Il avait une main qui faisait 23 cm de largeur. La mienne, elle fait 21. Imaginez le truc, un peu comme Rachmaninoff, quoi. Et cette main lui permettait de jouer 7 intervalles que moi je suis obligé de jouer au fond, au bord du clavier. Mais lui, ça faut dire aussi que les touches étaient un tout petit peu plus petites, mais quand même, il avait vraiment des dispositions physiques énormes. C'était un peu Valentin Désossé. C'est-à-dire que vous imaginez, quand on est à l'orgue, je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un jouer de l'orgue, c'est incroyable. C'est-à-dire le type, il est là avec ses jambes qui vont dans tous les sens, et puis là, il y a un clavier, peut-être un deuxième clavier, peut-être un troisième, et même jusqu'à 5 claviers. Et le truc, c'est un truc de fou. Donc voilà. Je continue. Alors oui, pour l'histoire de la copie, comme je reviens sur mon histoire de copie, parce que on a même tellement il avait bien appris à sa famille à copier que tout le monde avait quasiment la même écriture que lui. Alors ça fait dire à certains musicologues, en fait, les suites de Bach, c'est pas lui qui les écrit, c'est sa femme. Et donc, puis aussi, comme à l'époque, on utilisait beaucoup de musique d'autres compositeurs, forcément, on ne sait pas trop quoi attribuer à qui. Alors, je continue un peu plus vite sur sa vie. Donc, en 1703, il est fraîchement diplômé. Il prend son poste de musicien de cour, donc à la cour de Weimar. Il est employé, texto, comme laquais et violoniste dans l'orchestre de chambre du frère du duc de Weimar. Donc il se forge là une superbe réputation, même s'il est employé comme violoniste, mais d'organiste et de facteur d'orgue. Un observateur raconte, ses pieds volaient par-dessus les pédales comme s'il avait eu des ailes et des sons puissants grondaient comme tonnerre à travers l'église. En 1703, il accepte le poste, donc c'est comme ça qu'il obtient un poste d'organiste à Sainte-Marie de Lübeck, ce qui lui assure des fonctions légères, un salaire relativement généreux et surtout l'accès à un orgue neuf et moderne. Il est apparemment pas satisfait du cœur, par contre. Les conflits éclatent, il y a même il donne une petite gifle à un bassoniste, et alors là, c'est l'affaire nationale, quoi. Ça dure pendant 3 semaines. Enfin, voilà. Bon, après, on a envoyé le poisson, mais vraiment, c'était très difficile de donner des cours dans cette église. Voilà. C'est bon pour vous? Vous suivez? C'est pas trop... Ça donne des renseignements quand même sur la personne. Hein. Voilà. Et ensuite, il est... Alors là, c'est un autre truc. Il n'est pas dans une petite église. Il se retrouve carrément à Weimar. Donc de 1707 à 1717, 1708, il est organiste et premier violon donc, du duc de Saxe-Weimar. Alors là, le bonheur. Un château, des gens qui jouent bien, un duc féru de musique, et il écrit là principalement vraiment toutes ses œuvres pour orgue, des cantates, des pièces pour clavecin. Il doit aussi, quand même, pour la cour, composer une cantate par mois. Donc il dispose de l'orgue, mais aussi de l'ensemble instrumental et vocal du duc. Cette période voit la création de la plupart de ses œuvres pour orgue, dont la plus connue. D'accord? Vous connaissez tout. Voilà. Donc il compose également 55 cantates et des pièces pour clavecin inspirées des grands maîtres italiens et français. Il est particulièrement attiré par structure italienne. Alors, c'est quoi la structure italienne? C'est le début de... C'est-à-dire du
concerto italien, c'est des épisodes, vous voyez, le rapport avec le style fantasticus de tout à l'heure, ce sont des épisodes avec des alternances de tutti, de soli, tutti, soli. Vous écoutez tous les concertos de Vivaldi, ils sont principalement faits sur ce genre de fonctionnement. Voilà, alors le prince Léopold d'Anhalt-Köthen, il propose à Bach un poste de maître de chapelle. Vous voyez, on grimpe un peu les pendules. Hein. Le maître de chapelle à la cour de Köthen, donc le plus élevé des postes de musicien permettant à Bach d'être appelé Kapellmeister, donc maître de la chapelle. Ça va? Je vais mettre un autre micro. Je frotte. Je suis désolé, je frotte. Je m'enlève celui-là. Encore un petit. Il est super, c'est important. Je peux vous dire, il nous a sauvé la conférence. Donc je continue. Là, ça va, je parle plus fort le temps qu'il remette le micro. Non, ça va, tout le monde entend. Je vous disais, donc c'est la période où il y a toutes ces. Donc le prince, alors je reviens, le prince, donc il offre à Bach son poste de Kapellmeister. Le duc de Weimar refuse de laisser partir Bach, donc son ancien employeur, et il le met carrément 3 mois en prison. Bah oui, rupture de contrat. Hein. Mais au bout du compte, c'est le duc de Weimar, mais c'est le prince Léopold. Alors excusez-moi, mais on ne peut pas s'aligner face à un prince. Donc le duc relâche Bach, et Bach va finir à Weimar chez le prince. Ah, peut-être. Donc c'est la période de ses plus grandes œuvres instrumentales, pour le luth, pour la flûte, pour le violon. C'est là où il écrit toutes les sonates pour violon seul, sonates et partita. Pour le clavecin, le premier livre du clavecin bien tempéré qu'on verra tout à l'heure. Pour le violoncelle, les 6 suites pour violoncelle seul. Et les fameux 6 concertos brandebourgeois que vous avez vu ou écouté le 15 juin, en tout cas un mouvement de ces concertos. C'est donc la période mondaine de Bach. C'est-à-dire, il est employé par un prince qui est très féru de musique, qui malheureusement se remarie avec une dame, Amusa. Qu'est-ce que c'est qu'une dame Amusa? A, sang, Musa, musique. C'est-à-dire quelqu'un qui n'aime pas la musique et quelqu'un qui ne comprend pas la musique. Généralement, ça va ensemble. Mais ne pas l'aimer et ne pas la comprendre, donc là c'est la fin pour le pauvre Bach. Il est avec son duc qui voudrait lui parler, mais le duc qui vient de se marier, donc on a autre chose à faire que de la musique, et là il commence sérieusement à aller chercher le pas. Et puis ses enfants grandissent. Donc c'est. Voilà, il ne trouve plus son compte à un moment donné. Donc comme je vous l'ai dit, il est avant tout luthérien. Et en plus, il faut savoir que le prince Léopold est calviniste. Donc calviniste, ça veut dire un autre rapport d'église. Et donc aussi, il ne peut pas écrire pour les calvinistes. Bon, il le fera aussi pour les catholiques plus tard, avec la messe en si, mais voilà, il ne trouve pas son compte, quoi. Il s'est bien amusé à écrire toutes ces belles œuvres mondaines, virtuoses, etc., mais ça ne lui suffit pas. Donc en fait, il se sent quand même un peu déraciné dans cet univers mondain du château et avec tout ce qui va avec. C'est pour ça que je vous ai dit une belle illustration là, de ce que pouvait être un concert à l'époque. Ah ben non, je suis à Köthen. Ah, là-dessus. Ah, ça fait. Voilà, on est encore à Köthen. Voilà, donc alors, et voilà maintenant Bach qui se retrouve à Leipzig, parce que justement, entre guillemets, il en a assez du monde mondain, et il a besoin d'autre chose vraiment intérieurement. Et c'est pour ça qu'il postule et qu'il se retrouve à Leipzig. Donc il obtient le poste de cantor à Leipzig, poste refusé par Telemann et par Grobner. Alors cantor, c'est celui qui prend en charge, qui crée après comment ça fonctionne. Alors voilà la raison pour laquelle on l'a employé. Quand même, il y a eu 3 prétendants, on refusé parce qu'ils étaient mieux payés de part. Et donc, voilà comment résument les gens qui l'ont employé. Pour des raisons importantes, la situation est délicate, et puisque l'on peut avoir les meilleurs, il faut donc prendre les médiocres. C'est-à-dire Bach est un médiocre pour ces gens-là. Alors vous imaginez les rapports qu'il a pu y avoir après pour qu'il considère que c'est tout sauf un médiocre. Bon, enfin, il est choisi le 22 avril 1723. Et voilà. Alors, il y a 2 raisons de ce choix. La première, c'est qu'il a des enfants qui commencent à grandir.
Et lui, n'ayant pas pu avoir accès à l'université, parce qu'il faut voir qu'il est devenu une sorte de petit bourgeois quand même, de bourgeois bien à l'aise, hein, et donc il veut que ses enfants aillent à l'université. Et Köthen, il n'y a pas d'université. Par contre, Leipzig, c'est une ville comme Paris, c'est-à-dire une ville d'imprimeurs, une ville d'université, une ville enfin, culturellement très développée, avec 4 églises, enfin, c'est une grande ville. Voilà. Alors bien sûr, le salaire est moindre que celui qu'il avait à Köthen. Et la vie est beaucoup plus chère à Leipzig. Hein. La vie est plus chère à Paris qu'en province. Mais cette nouvelle fonction lui permet de revenir à ses sources. Ses sources, c'est quoi? Je vous l'ai dit dès le départ, l'orgue, les cantates, la musique d'église. Alors, qu'est-ce qu'un cantor? Donc, c'est un chef de chœur chargé de superviser la composition, le chant et la symphonie des musiques religieuses. Il est également responsable de l'apprentissage et du perfectionnement des enfants et des performances le dimanche, ou pour toutes les occasions. Il s'occupe aussi des offices religieux, il doit composer ou prévoir une cantate par semaine. 52 cantates par an. Alors soit c'est lui qui l'écrit, soit il a pioché chez un, chez l'autre, et puis il leur fait sa petite sauce pour le dimanche, mais vous imaginez, d'un dimanche à dimanche, il faut en connaître des pièces, donc il faut avoir déjà un bagage de culture religieuse très importante, et il n'arrête pas en fait. Il faut voir que ces cours, c'est pas tous les jours, c'est pas 20 heures, voilà. Ces cours, c'est quelques cours quand même. Donc il a quand même le temps de composer, le temps de rechercher, etc. Donc il est responsable de l'organisation des 2 églises principales de la ville et il enseigne la musique aux élèves de Saint-Thomas. Ses fonctions musicales à l'université de la ville lui sont contestées par le fait qu'il ne détient pas de diplôme. Mais le seul fait qu'il soit aussi génial déjà et reconnu comme étant génial par ses contemporains suffit. Et tous ses élèves le suivent. Quand il dit à un élève, est-ce que tu peux venir chanter dimanche ou il me manque une trompette ou un truc, l'élève il dit, ah oui, tout de suite, monsieur Bach. Bach est aussi directeur musiques de la ville, un peu comme monsieur Perret, ce qui l'oblige à superviser l'ensemble des manifestations musicales qui ponctuent la vie municipale, composer, faire exécuter des cantates, etc. L'école Saint-Thomas, intéressons-nous, c'est cette bâtisse-là qu'il a en haut à gauche. Elle comptait une 60aine de pensionnaires qui avaient entre 11 et 20 ans. Pour l'essentiel, il s'agissait d'enfants pauvres bénéficiant de soutien ou d'une bourse en échange de quoi ils servaient dans les églises, donc dans les 4 églises. À l'arrivée de Bach, l'école était dans un état pitoyable. Verdict de Bach. 17 sujets utilisables, 20 non encore utilisables et 17 incapables. Mais comme ce n'est pas le directeur, c'est pas lui qui décide qui, il ne peut pas virer les élèves. Il y a des trucs, des problèmes dans le pays. Et il faut quand même chanter les cantates le dimanche. Donc ça peut lui donner des crises de... Il était un peu colérique quand même quand les choses n'allaient pas dans le bon ordre. Voilà. Donc voilà ce qu'il dit, le fameux Bach, mais je découvre maintenant, donc après avoir testé après 1 an, je découvre, 1, que ma fonction est loin d'être aussi avantageuse qu'on me l'avait décrite, 2, les nombres d'accidentia pour gagner sa vie échappent à cette fonction, ils ne sont pas compris dedans, la vie est très chère dans la ville, 3, 4, les autorités sont bizarres et se soucient peu de musique, ce qui me fait vivre dans de continuelles contrariétés, jalousie, tracasseries. Aussi serais-je obligé, avec l'aide du Très-Haut, de chercher fortune ailleurs. Mais en fait, non. Il trouvera quand même son bonheur à Leipzig parce que c'est l'endroit où il va pouvoir réellement composer la musique d'église et même toute sa musique à partir de là est directement liée à la Bible et à tout ce que je vais vous expliquer par la suite. Voilà, donc durant les années où il est cantor à Leipzig, Bach compose l'essentiel de son répertoire de musique sacrée. Il aurait composé 5 cycles de cantates, pour les dimanches, pour les jours de fête, et 300 compositions, dont 200 seulement nous sont parvenues, malheureusement. Il y a aussi Magnificat, Oratorio, pour Pâques, pour Noël, pour l'Ascension, et surtout 3 grandes passions, que vous avez peut-être déjà entendu parler, la Passion selon Saint Jean, la Passion selon Saint Matthieu, et la Passion selon Saint Marc. Il en aurait écrit 5, il y a celle de Saint Luc, on a quelques livres. Voilà la vie de Bach. J'espère que je vous ai un peu dressé le portrait, c'est très important pour comprendre sa musique. Ça n'est pas quelqu'un qui joue ou qui compose de la musique juste pour faire plaisir, pour le plaisir de l'oreille.
il y a vraiment tout un fond derrière qui est très profond. Et c'est ce que je vais vous montrer ensuite. Et très étonnamment, sa vie est exemplaire à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'il passe, en fait, avant lui, en 500, il y a un certain monsieur Boès, qui était un grand théoricien de la musique, qui parlait des sortes de musique existantes pour nous, êtres humains. Alors, Saint-Augustin aussi en parle dans son De Musica. Il existait 3 types de musique au Moyen-Âge. La première, c'est ce qu'on appelle la musica humana. C'est-à-dire, c'est l'harmonie de l'homme sur le plan physique, physiologique, émotionnel. Cette musique n'est pas audible, mais elle est dans ce qu'on voit. Par exemple, un peintre peint, il y a quand même son état d'esprit, voilà, qui ressort forcément dans sa production. Ensuite, on a voilà, en fait, ça correspond un peu aussi, pour pouvoir sortir soi-même quelque chose, il faut quand même aussi s'imprégner de ce qui vient de l'extérieur. Et donc ça correspond à cette première période qui est celle de l'apprentissage, en fait, où on prend, et puis après, dans le cerveau, il y a plein de trucs qui se passent, et puis après, on rejette, mais d'une autre façon. La seconde période, la seconde musica de Boès et de Saint-Augustin, c'est ce qu'on appelle la musica instrumentaliste, c'est-à-dire musique instrumentale. C'est une musique qui, elle, est audible, c'est celle qui émane des voix humaines et des instruments. Voilà. En fait, nous, on vit quasiment dans la musique instrumentaliste, là, avec Internet et tout. 80% de musique, c'est pas 90%, c'est la musique instrumentaliste. Il y a très peu de musique mundana, ou très peu de musique mundana. Alors, c'est quoi la musique mundana? La musique mundana, c'est la musique qui correspond à la philosophie qu'on a du monde. C'est cosmogonique cette histoire. Alors on la rencontre, cette musique, c'est la musique des sphères en fait. Et à l'époque aussi, quand on parle de musique, tout le monde veut savoir mais comment ça sonne là-haut, très loin dans le cosmos. Et c'est là que je vous emmènerai à la fin de la première partie avec le nombre. Voilà, donc cette musica mundana, c'est l'harmonie des sphères, c'est-à-dire l'enchaînement des saisons, la course des astres, l'harmonie des éléments, la course immuable du temps, tel que Dieu l'a voulu. Il est souvent dit par les étymologistes d'ailleurs que musica, c'est-à-dire musique, vient de le chant du monde, mundi cantus, le chant du monde. C'est beau, non, quand même, hein. Voilà, ça c'est donc la dernière période de Bach, où alors là, on part carrément dans les étoiles, on a même du mal à le suivre tellement on est petit comme ça. Voilà, pour la vie de Bach. Eh bien, je pense que ça nous amène à entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire Bach et le nombre. Alors, avant, je vais vous jouer quand même, je vais beaucoup parler, je vais d'abord voir un peu vite fait, et après vous jouer un prélude pour que vous entendiez qu'est-ce que c'est que ce monde du nombre chez Bach. Vous allez entendre un truc qui n'est pas une mélodie genre je t'aime, moi non plus. Non, c'est un truc, c'est très. On est loin dans les étoiles.
partie de ma maman, pour que le monde tourne en rond, il faut qu'il tourne en boucle. J'aurais dû vous jouer le deuxième, mais je préfère continuer sur mes explications parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Alors, pour replacer Bach dans son contexte historique, il faut savoir qu'à l'époque, les études musicales, elles sont d'abord mathématiques, parce que les mathématiques font partie des études musicales. Je reviens très en arrière, 550 avant Jésus-Christ, Pythagore. Pourquoi Pythagore? Parce qu'il pensait que la musique est une représentation sonore du mouvement des planètes, dans un reflet d'harmonie du cosmos. Il y a 7 notes de musique, selon Pythagore. Donc, le Soleil, c'est Do, la Lune, c'est Ré, Mars, c'est Mi, Mercure, c'est Fa, Jupiter, c'est Sol. Vénus, c'est le La, et Saturne, c'est le Si. On a bien les 7 planètes, en tout cas, connues à l'époque. Mais vous me dites, il manque la Terre. Ben, c'est normal, puisque la Terre est au centre de l'univers. Et Pythagore, c'est celui aussi qui a montré le rapport entre les sons et le nombre. Pour lui, tout est arrangé d'après le nombre. À partir du IIIe siècle, donc je continue à remonter un peu d'historique parce que ça peut être intéressant de savoir d'où on vient, il y a ce qu'on appelle la Kabbale, c'est-à-dire des gens qui vont dire la Torah, ces choses-là. Et Bach sonde la Bible un peu comme les kabbalistes sondaient la Torah, c'est-à-dire qu'il a cet exemple de Luther qui lui-même fait référence à la Kabbale. Et donc dans la Kabbale, justement, il y a tout ce qu'on va voir au niveau du monde. La Bible, enfin, alors, hop, non, pourquoi elle a disparu? Tant pis. Attendez. Non, c'est bon. La Bible, dont Bach est un fervent lecteur, contient aussi sa symbolique des nombres. Par exemple, dans la Bible, le 1 représente Dieu, le 2 représente l'homme, le 3 la totalité, etc. Les 3 saints, les 3 tentations du Christ, 4 c'est le cosmos, etc. Et comme les kabbalistes, Bach pratique la transcription des lettres en chiffres. Vous prenez votre nom, A c'est 1, B c'est 2, C c'est 3, ça devient des notes, et vous écrivez votre musique dessus, ça devient votre thème. D'où le B, A, C, H, Si bémol, La, Do, Si, d'accord, qui a été utilisé au XXe siècle par un certain monsieur Webern, qui a carrément écrit toute une suite sur les 12 demi-tons de la gamme, donc une suite qu'on appelle dodécaphonique, à partir du nombre de Bach, renversé et encore renversé. Et il y a les 12 demi-tons. Il y a toutes les notes du clavier. Donc la signature, alors on appelle ça la signature gématrique ou guématrique, ou la gématrie ou la guématrie. Donc, pour vous dire, Bach, c'est BACH, 2 plus 1 plus 3 plus 8, en tout, ça fait 14. Il se trouve que, si je prends l'initiale JS Bach, ça me donne 9 plus 18, ça ne fait pas calcul, je l'ai fait pour vous, plus 2, par moi d'ailleurs, d'autres gens, plus 1 plus 3 plus 8, ça fait 41. Il se trouve que 41, c'est quoi? C'est 14 à l'envers. Et il se trouve aussi que si j'écris Johann Sébastien Bach, j'obtiens comme chiffre le chiffre 158. 1 plus 5 plus 8 égale 14. Quelle chance d'avoir un nom pareil. Depuis le Moyen-Âge aussi, et encore à la Renaissance, donc la musique faisait partie du fameux quadriumvir. Elle faisait partie des disciplines. Vous voyez, maintenant, nous, la musique, c'est art plastique, musique, théâtre, danse, truc pour s'amuser, ou pour genre, on travaille, puis après, on va profiter de la vie, comme si c'était que ça. Et non, au Moyen-Âge, la musique, c'est sérieux. La musique, ça fait partie des 4 disciplines mathématiques fondamentales, c'est-à-dire la géométrie, l'arithmétique, la musique et l'astronomie. Pour vous dire comment on est... Bon, on l'utilise autrement. On n'est pas tombé, on utilise des sons. Mais Bach reste aussi un des plus grands théoriciens de la musique. Qu'il faut décrypter, puisque je vous ai dit, c'est dans ses œuvres que ça se trouve. Bach n'a pas fait l'université, comme je vous ai dit, donc voilà, il faut regarder bien dans les détails comment il utilise le nom. Alors, une dernière référence quand même, c'est, bon, je vous l'ai dit, Luther, mais aussi, Luther avait un symbole, c'était une rose et une croix. Et il se trouve qu'il y a des musicologues
commence à penser que Bach, sans être un initié du mouvement rose-froid, c'est-à-dire un mouvement qui naît des Templiers, etc., quand même a été certainement initié d'une manière ou d'une autre, de manière musicale en tout cas, et peut-être même philosophique, par Buxtehude quand il a passé les fameux 4 mois du voyage dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et il y a beaucoup de références de toute façon dans son œuvre à la croix. Et la croix, c'était un des piliers de la religion luthérienne. Donc voilà, donc Buxtehude a éduqué Bach à ce type de problématique. Voilà. Et aussi, on a une autre chose importante, c'est que en 1747, Bach, pour rentrer dans la Société des sciences musicales, ne vous inquiétez pas, on écoutera beaucoup de musique après, hein, il présente une version des variations canoniques comme démonstration de son savoir-faire. Alors, qu'est-ce que c'est que le tempérament? Vous allez me dire, mais il est fou, on en a pour 3 heures, on peut jouer. Non, c'est très simple. Si vous regardez, alors, donc, le monde sonore des nombres, quel rapport entre le son et le nombre? Les sons sont utilisés dans des systèmes musicaux qui sont régis par des nombres simples. Et c'est pour ça qu'on y a accès et qu'on est aussi attiré par la musique, parce que c'est simple. Je dis souvent à mes élèves, pour faire la musique, il faut savoir compter jusqu'à 8. Bon, tout le monde va en faire. Les notes les plus agréables sont celles qui sont obtenues par les longueurs de cordes. Donc vous prenez une corde, vous la divisez. Si cette corde, c'est ce son-là, et que vous la divisez, vous obtenez. Si vous la divisez par 3,5, vous obtenez. Etc. C'est-à-dire qu'en fait, chaque son est une division d'une seule corde en portions plus ou moins grandes. Ça va, vous me suivez jusque-là? Bon. Et donc, comment? J'ai entendu quelqu'un. Donc, ce qu'on appelle donc une octave, c'est un rapport de 2, etc. Ce qu'on appelle une quinte en musique, c'est un rapport de 3. Donc, ça, c'est un rapport de 3. Plus le rapport est simple, c'est-à-dire des chiffres 2, 3, plus les deux sons, quand on les joue ensemble, sont consonants. Vous entendez? On a presque l'impression d'entendre un seul son. Et là aussi, c'est vraiment, on a presque l'impression d'entendre quels son. Par contre, si je vous fais ça, alors là, on a quelque chose où on a quelque chose là qui est de l'ordre de la dissonance. Et donc, on a comme un cuisinier toutes les possibilités du sucré au salé, en gros. Et c'est les nombres qui créent ça, qui créent ces dissonances ou ces consonances entre les sons, et donc qui vont faire que la musique va pouvoir se tendre ou se détendre. Donc vous pouvez constater sur le tableau de droite que l'octave est un rapport de 2, la quinte 3,5, la quarte 4 tiers, vous voyez on commence à monter dans les chiffres, la sigmate majeure 5 tiers, et la septième majeure 5 quarts. Vous voyez, chaque fois on devient de moins en moins simple, et plus on devient de moins en moins simple, plus c'est dissonant. Donc voilà. Ça va, vous me suivez encore? Super. Alors, un petit historique, quand même, d'où vient ces quintes, c'est parce que de toute façon, notre oreille, elle entend ce qui se passe. Notre oreille, elle entend que quand on joue un son, il y a tous ces sons dedans. Entendu? En fait, tout ça, tous ces sons, ils sont là-dedans. Par contre, si je fais celui-là, il n'y a rien. Rien non plus. Donc il y a des rapports numériques entre les sons. Mais le premier rapport, l'octave, c'est pas intéressant. Ça a été intéressant tant que la musique était monodique, c'est-à-dire que tout le monde chantait la même chose. Les femmes chantaient une octave au-dessus et on chantait la même chose. Et dès qu'on a commencé à mettre des voix, là, ça a commencé à poser le problème. Voilà. Donc quand on est passé à 2 voix, eh bien, il a fallu faire qui chante quoi. Et comment donc il y a des règles qui sont apparues qui font que souvent les voix se rencontraient en fin de phrase à l'octave ou à la quinte. Donc il y a eu ces intervalles qui commencent à apparaître. Mais quand on commence à être trois voix, forcément, si c'est des voix, elles chantent des notes différentes, donc avec ma note et sa quinte, il faut bien trouver une troisième note. Et cette troisième note, c'est la tierce. Et elle a quand même mis plus de 2 siècles, ou même plus, à s'imposer comme, entre guillemets, consonance. Ce qu'on apprend dans les écoles quand on parle d'un accord parfait. Mais le problème, c'est que si on accorde l'instrument avec ses quintes, c'est là que le problème arrive. Et c'est ce qu'on appelle le tempérament. C'est-à-dire que si je prends un son et que j'entends sa résonance,
et que je joue au-dessus, etc., je vais avoir des quintes, des quintes, des quintes. Donc, ce qui est incroyable, c'est que sur un piano, on les a toutes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, comme les apôtres. Incroyable quand même cet instrument. Il y a 7 notes de musique, il y a 12 quintes. Les membres de peau, si j'accordais la note la plus basse par rapport à la plus haute, je ne tomberais pas sur un do. Je tomberais sur un do dièse. Donc, il y a un demi-ton, il y a du trop. C'est-à-dire que la boucle ne sera... Le monde n'est pas si parfait. Et on sait maintenant que le monde n'est pas si parfait justement parce qu'il y a des grains de sable qui viennent se mettre dedans, heureusement, d'où les croisements entre personnes, toutes ces choses-là qui font que la vie évolue. La vie évolue dans l'éternité, elle évolue grâce à tous ces grains de sable qui viennent s'immiscer. Voilà. Donc, alors on avait trouvé des solutions, par exemple, pour que on n'ait pas ce problème d'accord. Il y a eu plein de musique, hein. Il y a cette musique, par exemple. Pas de problème, puisque 1, 2, 3, 4, 5, 4. On n'a pas été jusqu'à 12, le problème est résolu. Et autre musique, par exemple, ça coince un peu là, non? Ouais. Alors là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? Ah là, ça va, on a retrouvé des petites quintes, en tout cas là, sans renversement, et tout rentre dans l'ordre. Ce fameux intervalle là, très dissonant, plus pour nous dans nos oreilles modernes, c'est ce qu'on appelle le diabodicus in musica. Et pendant des siècles, on a cherché à l'éliminer, ou en tout cas le cacher un peu. Voilà. Et donc, la manière d'accorder l'instrument est très importante en fait. Parce qu'en accordant l'instrument, en limitant, on va pouvoir gérer ce genre de petits problèmes. Bon, la carte augmentée va toujours rester là. Le diabodicus est encore là aujourd'hui, hein, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, donc en gros, depuis le 19e siècle, ce tempérament qui a été prôné par Bach, c'est celui que vous entendez à la radio dans 99,99% des musiques que vous écoutez. Le 0,001% qui reste, c'est la musique électronique, la musique... voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend Do, Do, et puis on divise ça en 12 par égal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors c'est chouette parce qu'on peut faire des accords comme ça, parce que tous les trois, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et ça donne des harmonies aussi qui sont assez flatteuses. Voilà. Voilà un peu ce qui se passe. Est-ce que vous avez compris cette histoire de tempérament? Oui. C'est une histoire d'accord d'instrument qui fait qu'on ne tombe pas sur ses pattes. Donc, je peux continuer. Alors voilà comment on accordait des instruments avant. Et je vais vous faire ça entendre. Donc, alors le problème de cet accord, c'est que j'accordais tout par rapport à un Do, par exemple. Oui. Et j'avais qui sonnait super bien. Mais quand j'étais en sol, ça allait encore. Je pouvais modifier une note, ça allait, mais quand je me retrouvais là avec 4 bémol, c'était plus gérable. Écoutez ce que ça donnerait. Donc, un prélude de Bach, joué dans le tempérament qu'on va appeler mésothélique, enfin un tempérament qui était utilisé avant. Je tape à marcher, je prie. Ah, j'ai pas de son. Sylvain, mon sauveur. Il faut que je revienne. Je savais que... Vous m'entendez quand même? Pas assez pour le micro. Comment? Le micro. Vous croyez qu'il faut que je... Sylvain, il y a le sauvé. C'est pas faire. C'est embêtant parce qu'on va avoir plein d'exemples. Il n'est pas mis un... Ah bah c'est pour ça qu'il n'est pas branché. Mais c'est pas de sa faute, c'est parce que tout à l'heure je vous racontais, il m'a sauvé la vie. Hein. Il vous a sauvé la vie aussi. Et voilà. Ça vous va?
ce MIDI. On verrait ça peut-être maintenant. Oui. Vous voyez que si le problème de l'accord et donc du tempérament est fondamental. Sans lui, on peut jouer, mais que dans certaines gammes. Donc quand on écrivait une pièce de musique, on était obligé de garder la même gamme pendant plusieurs morceaux. Alors la ruse, c'est qu'on jouait des morceaux rapides, des morceaux lents, on changeait des mesures, on changeait des caractéristiques, mais on ne pouvait pas changer de gamme. Et c'est ce qu'offre le tempérament, justement. Et ça nous amène directement au clavier bien tempéré. Alors qu'est-ce que c'est que ce clavier bien tempéré? Vous avez bien compris, le système tempéré permet de jouer grâce justement à un nouvel accord, dans toutes les tonalités à partir de n'importe quelle note. Si je joue, vous entendez la même chose que si je joue. Oui, vous n'entendez pas do, ré, mi, na, 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 ou avec des sons un peu plus hauts. L'échelle est égale. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, pour montrer que ce tempérament est très important et qu'il va pouvoir obtenir, avoir des débouchés énormes, Bach écrit donc une œuvre qui s'appelle Le clavier bien tempéré. C'est une œuvre qui propose des préludes et des fugues, 24 préludes, chacun dans une tonalité, majeure ou mineure. Donc ça fait 48 pièces en tout. Pour montrer justement l'intérêt de son système, ou en tout cas de cet accord. Comme ça, il montre toutes les possibilités. Est-ce qu'on peut passer de Do majeur à Si bémol mineur Eh bien oui, c'est possible. Grâce à ce système. Et c'est vraiment fondamental. Alors, il y a un musicologue qui a été un peu fouiné. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Vous voyez en haut, là, les petites frisettes, là? Eh bien, en fait, ce n'est pas des frisettes. C'est que comment faire quand on est dans un moment où il n'y a pas les ordinateurs qui calculent tout, pour pouvoir dire aux gens comment j'accorde la distance entre chaque degré de mon échelle? Eh bien, en fait, il y a un musicologue qui a trouvé que c'était la manière qu'avait trouvé Bach quand il a fait éditer ce premier volume pour indiquer la distance qu'il y avait entre chacun de ces sons. Alors s'il y a plus de boucles, il va augmenter un peu, s'il y en a moins, il va diminuer par rapport à ce que le son produit au départ. Vous imaginez, c'est quand même une ruse de Sioux. Hein. Voilà. Alors, je vais vous jouer maintenant le premier prélude. Vous allez voir. Alors, je vais vous jouer un peu particulier. Je vous joue pour l'exercice, c'est-à-dire pour entendre qu'est-ce que c'est que ce prélude. Alors d'abord, ce prélude, c'est un chant. Peut-être personne ne vous l'a déjà dit ça. Alors, et c'est un chant, et ce chant, il est harmonisé.
les anges, le cosmos, on est autre part. Vous voyez que tous ces mondes sont réglés, c'est merveilleux. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est incroyable. Voilà, ça c'est le petit cahier avec l'esquisse qu'il avait écrit pour son fils. Donc c'était l'idée de départ. Hein. Et quand on voit ce que c'est devenu cosmogonique. C'est-à-dire, et on voit les recherches qu'il y a. Vous voyez, là, tout en bas à droite, c'est tous les accords qu'il allait chercher pour faire une suite. Quel accord faire pour qu'il y ait un autre sens encore plus grand que celui de départ. Oula, bac mathématicien, bah oui. Pourquoi? Parce que si on regarde bien on a une note, c'est le chiffre 1. Sur la partition, on a des valeurs longues qui sont marquées, vous voyez, avec les liaisons. Ça fait le chiffre 2. Donc ça fait 1, 2, 1, 2, 3. D'accord? Donc en tout, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Mais comme il répète, ça fait 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 5, 8, c'est quoi? Pour les gens qui s'y connaissent un peu en mathématiques, moi c'est tout, ça se limite là même matin. La suite de Fibonacci, qui est un mathématicien italien. Et il faut savoir que cette suite de Fibonacci, elle a été découverte après, et qu'on l'utilise depuis les Grecs. Déjà, le Parthénon est construit sur la suite de Fibonacci. Vous voyez, ça a cette histoire quand même. Alors, donc on a ce chiffre. Alors, c'est aussi signé Bach quand même, hein, ce premier prélude. Alors, il y a le prélude et il y a la fugue. Dans la fugue, il y a deux parties. Elles sont séparées par un arrêt qui est voulu par Bach. Donc je ne vous la joue pas parce que c'est trop long, mais je vous dis juste ce qu'il en reste. Donc on a une partie A avec 10 fois le sujet. Ça c'est pas intéressant numériquement, 10, si c'est la globalité du monde. Mais... Et on a une partie B où j'ai 14 fois le sujet. Ça ne vous rappelle rien, 14? D'accord? Et il reste, au moment où commence cette partie B, 14 mesures. Et si on part de la partie A, avec ces 10 sujets, on arrive à la mesure 14. Si vous me dites que c'est pas fait exprès, alors là, je vous avoue que... Donc c'est vraiment très étonnant cette manière de... Pourtant on n'entend rien de tout ça quand on écoute. Eh bien c'est là. Comme on n'entend rien de comment il fait le monde quand on le voit. Mais c'est là. Voilà. Et en musique aussi, c'est là chez Bach. Donc aussi la fugue du premier comme ça contient 24 entrées. Entrée de quoi? Il va pour entrer dans le monde de la musique tempérée pour 24 préludes et fugues. C'est logique. Il y a une logique là derrière. Voilà. Aussi, alors, dernier petit nom par rapport à cette petite œuvre qui a l'air de rien, le prélude compte 549 notes. La fugue en compte 734. D'ailleurs, 734, je vous signale, c'est 7 plus 3 plus 4, ça fait 14. Soit le couple prélude plus figue, 549 plus 734, ça donne 1283. 1283, c'est 1 plus 2 plus 8 plus 3, c'est-à-dire 14. C'est étonnant, non? Où va se mettre l'esprit humain? Et c'est pas que là, par rapport à une œuvre, c'est aussi des ensembles d'œuvres qui sont conçus comme ça. On a les 30 variations. Ce que je vous ai joué au début, c'est l'aria, et après cet aria, il y a 30 variations. Mais elles ne sont pas faites n'importe comment, ces 30. Toutes les trois variations, il y a un canon. On verra dans plus tard. Et vous voyez, variation 3, variation 6, 9, 12 jusqu'à 30, c'est tous les trois canons. Enfin, toutes les trois variations, il y a un canon. Et les canons, ils vont d'unisson, c'est-à-dire la même note, deux gens qui commencent avec la même note mais décalée, jusqu'à la 9e. Pourquoi il ne s'est pas arrêté à l'octave? Ben non, parce que 3 fois rien fait 8, donc 3 fois 3, 9, donc il est allé jusqu'à la 9e, dans cette logique d'un monde hyper organisé. C'est quand même étonnant, non? Et puis le chiffre 3, quand même, c'est quoi? C'est le chiffre de la résurrection. C'est le chiffre Dieu le Père et le Fils, c'est le chiffre de la religion par excellence. Voilà, alors un autre jeu d'intervalle dans une autre série d'œuvres, il a écrit des partitas qui sont des suites pour instruments. Là, il y en a 3 types pour le clavier. Il y a des partitas anglaises, françaises et allemandes.
Et il se trouve que dans les partitas, les partitas allemandes, vous voyez, ça commencera. Et la boucle est bouclée, on se retrouve sur le son de départ. Donc c'est un monde qui tourne autour de lui-même et qui est fermé, comme le tempérament. Vous voyez? Et donc, en fait, il y en a excusez-moi, des partitas en allemand, en réalité, il y en a que 6. Alors on s'est dit, mais attendez, il y a des musicologues qui ont dit, c'est pas possible, hein. Non, c'est pas du bon Bach, cette histoire. Non, en fait, si, parce qu'en fait, il y a le concerto italien, dont je vous jouerai le mouvement lent en début de deuxième partie, le concerto italien, et effectivement, combiné avec l'ouverture à la française, comble ça. Et il y a des rapports aussi entre les partitas et justement ce concerto italien, c'est incroyable. Alors, penchons-nous maintenant, si vous voulez bien, sur l'art du canon. Tout le monde dit un canon là. Si je résume, donc, les sons sont des vibrations qui correspondent à des intervalles et le contrepoint gère des distances entre les voix pour construire la polyphonie, donc l'ensemble du discours. Les nombres nous ramènent donc à l'espace. Voyons comment Bach utilise l'espace de la partition qui est à 2 dimensions, verticale et horizontale, pour nous proposer un système musical tout à fait ordonné. Pour Bach, une musique, il le dit souvent, c'est une musique bien réglée. C'est ça qu'il entend. La musique doit avoir un sens. Donc, pour ça, je vous propose de voir les canons de la suite, des 14 canons, carrément. Alors, vous vous accrochez pour un petit quart d'heure, là? Oui, ça va aller? Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, j'ai trouvé sur le net un truc fantastique d'un type qui a présenté ça très bien. Donc je ne me suis pas amusé à tout rejouer au piano, parce qu'il y a des fugues et des trucs à 6 voix, et c'est très limité pour le pauvre pianiste que je suis. Mais voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bach, là, j'en suis où? Attendez, parce qu'il faut que je lise en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc Bach écrivit, d'ailleurs c'est le seul portrait vraiment on sait que c'est lui. Hein. On est sûr que c'est lui. Hein. Les autres, on n'est pas sûr. Donc Bach écrivit des variations canoniques, donc c'est vers 1746-47, il est mort 3 ans, donc c'est vraiment à la fin de sa vie, à l'occasion de son admission dans une académie musicale dirigée par un de ses anciens élèves. Donc ce sont des œuvres, elles font partie des œuvres théoriques qu'il faut connaître quand même, ou en tout cas les entendre une fois dans sa vie. L'offrande musicale, on en entendra une partie, et l'art de la fugue, qu'on entendra aussi un extrait tout à l'heure à l'orchestre. Donc l'exercice, pour être dans cette académie, consistait à témoigner de sa science musicale, vous voyez. Donc c'est pas faites-moi une belle œuvre, non, montrez-moi votre science musicale. Et il n'est pas étonnant que Bach a là recherché le plus grand niveau de complexité, au risque de même faire perdre l'auditeur. Il se trouve que Bach est le 14e membre de cette académie. Non, c'est le 14, ça va poursuivre toute sa vie. Donc, et Nietzsche a dit, avec la musique de Bach, nous avons le sentiment d'assister au moment où Dieu créa le monde. Voilà. Donc, je vais vous permettre d'assister au moment où le Dieu Bach crée son monde musical, par l'intermédiaire de ces 14 canons. Donc, alors aussi, à l'époque, c'était une coutume de faire réaliser un portrait des membres de cette académie. Alors celui-là est d'Haussmann, mais ce qui est intéressant, c'est la petite feuille qu'il y a. Parce que, en fait, Bach n'a pas écrit seulement ses variations canoniques, il a rajouté cette petite pièce. Et il se trouve que le nombre total des notes écrites pour les variations canoniques est de 3690, 369. Il est évident qu'il s'agit du nombre multiple de 3. Et après une répite, si on calcule, ça correspond à quelle année? Le chiffre correspond aux années 1747, c'est-à-dire le moment où il est admis à l'Académie de sciences, quoi. C'est pas la peine de faire plus compliqué. Et si on ajoute à ces 3690 notes des variations canoniques les 30 qui sont là dans le portrait, qui correspond à son entrée, on obtient 3720 notes, et on se retrouve avec 372, qui est, attention, tenez-vous bien, la date de mort de Bach, 1750. Et il y a des musicologues qui ont écrit tout un bouquin là-dessus.
pour essayer de prouver, selon eux, que Bach connaissait pas seulement son année de naissance, ça c'est assez facile, mais aussi son année de mort. Vous voyez le truc? Bon, je vous laisse réfléchir là-dessus. Alors voilà, on entre dans le laboratoire musical de Bach. Vous voyez, en haut, là, ça va commencer à se développer, normalement, j'espère, voilà. Alors c'est un peu petit, mais... Donc qu'est-ce qu'on a là? On a une ligne musicale, et elle est composée avec trois versets. Entendu, je prends un truc, je le renverse et j'obtiens de la musique, à deux voix. Ça s'appelle un canon simple. Et il est renversé. Ensuite, vous avez vu le jeu? Hein? Ça s'appelle à l'écrevisse. Il y en a un qui est dans un sens, l'autre qui est dans l'autre, mais en fait on joue l'un dans un sens et l'autre dans l'autre en même temps. On continue. S'il veut, non, et c'est là où il ne veut pas, et où ça replanture. Non, si. Je vous bénis. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on obtient? Ben, regardez, je vous laisse tranquillement regarder je les commenterai un peu plus tard. Donc là, on inverse. Maintenant, on inverse. Donc, on joue le sujet avec son inversion. Et tout ça en canon. Il veut? Yes. Donc, tout est expliqué par le graphique. Vous voyez, c'est soit en miroir de haut en bas, soit à l'envers de droite à gauche. Musicalement, ça n'a l'air pas de casser trois pattes à un canard, hein, mais vous allez voir ce que ça va devenir après. Donc là, on rentre on est dans juste la petite cellule qui se multiplie ou qui joue sur des inversions et des choses comme ça et qui vont donner la suite. On continue. Donc là, on prend une voix, on la met en miroir, on en fait deux portées et on rajoute une basse. Et ça donne. Collons-le avec son inversion, donc tout ça à quatre voix, et puis ça sonne encore. Parce qu'après, il faut voir jusqu'où ça sonne, quand même. On a beau être mathématicien, à un moment donné. Donc, on a une voix, les autres voix sont en miroir. Donc, vous voyez le miroir, là, quand ça monte, ça descend de l'autre côté, hop, on les sépare, et on rajoute la basse. Et après, on fait l'inversion. Avec
5, 6, 7, 8. Et on n'a pas fini, hein. Vous imaginez. Alors là, vous avez entendu quand même ce qui se passe là? Ça commence un peu à coincer hein, au monde de la cosmogonie là. Hein. On a des planètes qui tournent plus très rond, oui, et quelques frottements qui commencent à s'installer. C'est peut-être le fameux grain de sable dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais continuons à être des sortes de généticiens musicaux avec Bach. On met l'envers et on rajoute tout, et ça donne ça. On a presque de la musique irlandaise. Commence à se passer un phénomène assez intéressant. Parce que, en fait, ces voix qui étaient audibles, chacune pour elle, par le phénomène du canon et par le fait du jeu, font que une partie parle à une autre partie, et on a l'impression que c'est une voix qui dit quelque chose et l'autre continue comme si on se passait un relais. Et c'est très étonnant. On écoutera tout à l'heure, quand on sera dans la deuxième partie, à partir d'une suite française, que c'est aussi une manière de composer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule personne, il y en a plusieurs, elles se passent la main. C'est un rapport social différent, vraiment, de notre rapport social où il y a la belle hiérarchie avec le directeur en haut et les sous-fifres en dessous. Je continue. Le grand début. Là, il y a quelque chose d'intéressant qui vient de se faire, c'est que les voix sont renversables. C'est-à-dire que si on met une voix en haut, ça marche. Si on la met au milieu, en bas, on peut les renverser, les mettre dans n'importe quelle position, ça va fonctionner. Ce n'est pas le cas de toutes les musiques. Prenez une sonate de Beethoven, jouer la main droite et la main gauche et les renverser, ça ne voudra rien dire du tout. On continue? Alors, je fais pour le suivant. C'est celui-là. Voilà, 6. Je reviens en arrière, mais c'est n'importe quoi. Ah non, ça pas. Non, ça va coûter, ça aussi. On puisse continuer notre exploration. Alors, je ne sais pas comment passer à la... On va écouter celui-là. Je ne sais pas comment passer à la page. C'est bon? Ah, ouf. J'ai peur. C'est parti. Alors là, l'idée, c'est de prendre un canon, mais de le déplacer très légèrement pour créer encore une nouvelle musique. Mais avec toujours le même matériau. Vous voyez, on est très très proche. Écoutez ce que ça donne, c'est assez intéressant. Bachien. On continue. Alors c'est là qu'on monte, alors là on est carrément sur nos planètes.
Donc celui-là, excusez-moi pour les textes qui se chevauchent, on a eu un problème de police, heureusement au moins qu'on peut voir et écouter les extraits. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On voit arrive en retard, ça s'appelle une syncopation. C'est plusieurs en même temps. Ah, ça va être la totale. Ça va être l'horreur. Je ne sais pas comment faire. Si je crois que je fais. Non, ils vont se lancer tous en même temps. Bon, est-ce que vous avez compris le principe par contre, hein? Je suis vraiment désolé, c'est pas le technique, c'est pas du tout de la faute de Sylvain, c'est de ma faute à moi parce que j'ai acheté un ordinateur pas assez cher parce que vu ce qu'on gagne. Mon dépôt c'est un ordinateur reconditionné et il y a un problème au niveau de la fiche vidéo. Donc voilà ce qui se passe quand on est super riche comme tous les musiciens. Donc je continue. Et comme voilà. Alors, il nous en reste plus à écouter. Ça va, vous avez vu le choc? Super. Alors, voilà, ça c'est l'offrande musicale. Ça aussi, c'est intéressant. Alors, dans l'offrande musicale, on a un autre phénomène, je dirais mathématique, qui a été initié par Bach d'une certaine façon, en tout cas, qui faisait partie, c'est pas lui qui a inventé ça, mais quand même, il a fructifié. C'est ce qu'on appelle le ruban Moebius. Je ne sais pas qui sait ce que c'est que ce ruban. C'est un ruban. Normalement, un ruban, ça a combien de faces? 2. Eh bien, c'est un ruban qui n'a qu'une face. Comment le faire? C'est simple. Vous prenez votre ruban, vous le tournez et vous collez un bout à l'autre. Et vous suivez une partie et en fait, vous ne savez plus sur quel côté du ruban vous êtes. Si vous êtes en train d'aller vers le futur ou en train d'aller vers le passé. Vous êtes complètement dans des univers parallèles. C'est-à-dire, vous perdez le sens de l'espace. Et voilà ce qui se passe dans cette offrande musicale, qui d'ailleurs elle-même a sa construction. Alors ça fonctionne comment? Donc il y a un premier canon qui est le canon à l'écrevisse, donc comme je vous ai dit, à l'envers. Un deuxième à l'octave. Un troisième en mouvement contraire, donc il y en a un qui joue dans un sens, l'autre qui joue dans l'autre. Le quatrième en mouvement contraire avec augmentation, c'est-à-dire avec zoom, pour qu'on entende un truc et on l'entend beaucoup plus long. C'est-à-dire un peu comme si on mettait un disque au ralenti mais qu'on entende la même musique. Donc ça c'est l'augmentation. Donc voilà, il exporte quand même là les différentes possibilités, je dirais, d'un monde à 2 dimensions. Et alors après ça va encore plus loin. Donc il y a un canon numéro 5 qui commence en Do, et ensuite il suit sa route pour finir sur la note Ré. Et il rejoue entier pour finir sur la note Mi, qui rejoue entier pour finir sur la note Fa dièse, qui finit, etc., pour qu'on retombe sur ses pattes, la boucle est bouclée sur le Do. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 canons qui se suivent et qui, à chaque fois, redonnent, nous ramènent vers une nouvelle dimension, mais c'est une nouvelle dimension, mais c'est la même. C'est étonnant quand même comme phénomène. Et donc c'est... Donc c'est une manière de vouloir échapper à notre condition à 2 dimensions, je dirais philosophiquement parlant. Donc qu'est-ce que fait Bach? Puisque c'est notre image de Dieu sur terre, eh bien, les 2 derniers, là on est presque proche de l'universel, là, enfin de l'éternité, là, avec ce truc-là. Ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Et donc, carrément, il va nous inventer l'éternité pour nous, pauvres humains. L'éternité, c'est quoi? C'est un canon perpétuel. Un canon qui ne s'arrête jamais. On peut l'avoir mis en 1750, et puis on est en 2019, et ben, il pourrait continuer à jouer. Il ne s'arrête jamais. Et encore plus que ça, pour nous faire perdre vraiment, alors là, complètement la tête, il nous fait donc c'est le 8e canon, un canon perpétuel,
Ah, où la deuxième voix fait le contraire de ce que fait la première voix. Donc, ce que vous allez entendre là, mais avec un canon perpétuel. Là, je me suis dit, il ne faut pas que ça dure trop, la conférence. Voilà. Donc voilà ce canon, juste à deux voix et des voix qui finissent, c'est-à-dire, vous allez comprendre très vite par la vidéo, ma fin et le commencement. Intéressé déjà cette partie et vous allez en apprendre autant sur le verbe après. Voilà, j'aimerais aussi encore là où Bach nous emmène, ma question c'est, est-ce que ça marche si je fais la suivante? Oui. Non, je l'attends, voilà. C'est, Bach est-il un musicien fractal? Puisque vous savez ce que c'est que les fractales. C'est un truc de dingue. On est tous là comme ça. Vous êtes des êtres fractaux, le monde est fractal. Alors, qu'est-ce que c'est que le fractal? C'est que vous allez comprendre après, parce que donc on va faire une petite pause après cet art de la fugue. Pendant cette pause, pour ceux qui veulent rester là, juste parce qu'il y a eu beaucoup d'informations tout de même, je vous passerai un petit film où vous aurez une pièce de Bach, justement avec visuellement ce que ça pourrait donner, fait par des mathématiciens sous forme de dessin. Et c'est très intéressant comme ça. Là, vous allez comprendre ce que c'est que le fractal. Donc voilà, alors cette pièce que vous allez entendre maintenant, en fait, c'est une pièce qui est jouée donc, dans sa version orchestrale. Alors l'intérêt, c'est un film en
en anglais, c'est un orchestre de Santa Fe qui a fait ça. Et c'est super parce qu'ils se sont accoquinés avec un graphiste qui fait qu'on voit la musique qu'on entend. Donc vous n'avez pas besoin de lire une partition, vous allez avoir d'abord des différentes situations du thème qu'il va falloir retrouver, et ensuite vous allez avoir carrément une des pièces de l'art de la fugue qui va être visualisée, et vous verrez, c'est incroyable le nombre de situations où la même chose est là, mais à des moments différents. On ne sait plus si on est dans l'espace ou dans le temps. On est complètement dans un monde incroyable. Donc voilà, je vous laisse écouter ça, et donc après on fait un petit entracte de 10 minutes, ça vous va? J'espère que vous allez rester, parce que ce serait vraiment dommage après tout le travail que je me suis donné pour vous expliquer le monde merveilleux de Bach, de vous dire oh là là, c'est l'heure, il faut rentrer manger. Et surtout que la conférence finira par le chœur qui va chanter des extraits d'une très belle cantate. Voilà. Donc je vous le passe. Now listen to the upside down version of it in the second trumpet. Je fais la traduction, hein. On peut l'avoir à l'envers, en miroir. The slowed down version On peut l'avoir aussi plus lente. Donc on appelle ça en augmentation. And the extremely slowed On down peut l'avoir en version. super lent. Vous imaginez, on est au niveau de la galaxie là, ça. Hear how he Qu'est-ce que puts ça it all donne dans de la together, fugue? complete Ah, ça with enregistre a en plus, great ça c'est génial parce que visual. c'est à l'orchestre, donc il y a un timbre particulier à chaque fois, et donc ça dissocie considérablement les situations.
10 minutes de pause. Est-ce que pour les gens qui voudraient rester dans la salle, vous voulez le fameux fractal avec les musiques de Bach où vous avez besoin de vous reposer 10 minutes? Qu'est-ce que je fais? Je me mets. Sylvain, est-ce que tu peux baisser un peu le. Mais par contre, je lance le prochain. Merci.